Bonjour à tous, bienvenue pour ce live meeting de Bout à Bout. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes en direct. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et puis aussi, voilà, nous dire d'où vous venez, et puis comment vous allez. Enchantée, je me présente, Marine Nicolo, je suis conseillère en investissement et chargée de campagne sur Lita.co, qui est une plateforme sur laquelle Bout à Bout réalise sa levée de fonds, et dont la collecte est prévue pour, dans quelques semaines. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, Lita, c'est une plateforme d'investissement solidaire, qui permet aux particuliers et aux professionnels d'investir, que ce soit en dette ou en capital, dans des entreprises, des startups, des PME, des coopératives, associations aussi, qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique et financière, mais aussi sur des impacts social, sociétal et environnemental. Donc concrètement, on va intervenir sur des thématiques variées. Ça peut être l'alimentation durable, l'insertion, les énergies renouvelables, l'économie circulaire. Du coup, dans le cadre de notre activité, on organise des échanges entre nos investisseurs et les entrepreneurs en levée de fonds pour permettre un échange, un moment privilégié où les entrepreneurs vont pouvoir se présenter, donc présenter leurs projets et où vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Célie Couchet, qui est cofondatrice et Bonjour. présidente de Bout à Bout. Bonjour Célie, et aussi Yann Priou, qui est directeur général de Bout à Bout. Bonjour. Du coup, pour le format de ce live meeting, dans un premier temps, Célie et Yann vont vous présenter le projet Bout à Bout durant une quinzaine de minutes, et dans un second temps, on aura une partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions dans l'onglet dédié. Donc l'onglet chat plutôt pour discuter, l'onglet questions pour poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre dans un second temps, donc juste après, et je pourrais également, inviter, quelques personnes à monter sur scène pour poser leurs questions en direct, si vous le souhaitez bien entendu. Pour celles et ceux qui ont loupé le début, de l'événement, on mettra, bien sûr le replay, en ligne, et il sera disponible sur la levée de fonds de Bout à Bout sur Lita dans l'onglet opérations. Je laisse du coup la parole à Célie et Yann, voilà, pour, la présentation de Bout à Bout. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, nous, on vous présente, notre projet de réemploi de filière qui, répond à plusieurs enjeux. En fait, on a un premier enjeu, sur le sourcing des bouteilles de pénurie, de manque de bouteilles. Ensuite, la production des contenants en verre est très liée aux énergies et donc du coup, il y a une forte inflation en ce moment sur les contenants, que ce soit des bouteilles et des bocaux et également l'environnement est assez fort. Les énergies utilisées pour produire des contenants neufs en utilisant du recyclage, nécessitent beaucoup d'énergie, et donc ça a un impact très fort en termes d'empreinte carbone, mais même de consommation d'eau et donc en fait, le réemploi, la filière développée par Bout à Bout que Célie va vous présenter juste après, permet vraiment de répondre à ces enjeux de coûts, de pénurie, mais surtout d'impact, de réduire l'impact. Et en plus de ça, le dernier aspect, c'est qu'en fait, il y a un accompagnement législatif, c'est-à-dire qu'il y a la loi AGEC qui arrive en 2023 qui va obliger les producteurs, les metteurs en marché à passer à une partie de réemploi sur leur contenant. Donc c'est pour ça que le projet Bout à Bout qui existe depuis 2016, il est en train de prendre une autre dimension aujourd'hui et de s'accélérer. Et Célie va vous expliquer le fonctionnement de la filière. C'est parti. Donc Bout à Bout, c'est un opérateur de filière du réemploi, ce qui implique qu'on se situe en fait à tous les niveaux de la chaîne pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes et apporter des solutions. Donc au début de la chaîne, on a les producteurs de boissons. Donc il y a tout un accompagnement technique à mettre en place pour que les bouteilles soient réemployables, donc en termes de solidité, en termes d'enlevabilité des étiquettes, etc. Donc il y a tout ce travail-là en amont. Ensuite, on développe un réseau de points de collecte qui sont aussi du coup des points de vente, donc là où les consommateurs peuvent rapporter leurs bouteilles vides ou aussi dans le réseau des cafés, hôtels, restaurants. Donc ensuite, il y a le consommateur. Donc là, il y a vraiment un travail de sensibilisation et de communication à faire vers le consommateur, donc à la fois en magasin avec un parcours client, mais aussi en général sur les réseaux sociaux, dans des événements, etc.
Et on a ensuite une partie de massification et de tri. Donc, on organise la collecte dans les points de collecte. On massifie les contenants, on les trie et ensuite on les envoie en lot uniforme au lavage. Donc, au niveau du lavage, on a un enjeu très fort sur la garantie des standards de qualité des metteurs en marché industriels. Voilà, donc on est vraiment sur toutes ces parties de la chaîne et on est obligé d'y être pour que la filière fonctionne. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de chaque maillon. Donc pour les producteurs, il y a la partie accompagnement, elle est centrée sur 2 aspects. On va dire, il y a d'autres choses, mais majoritairement sur la partie bouteille. Donc on oriente principalement vers une gamme standardisée de bouteilles qui a été définie au national avec le réseau consigne dont on fait partie. Donc on fait partie de ces travaux sur la standardisation. Ça ne veut pas dire que les autres bouteilles sont exclues, ça veut dire que on oriente principalement vers ces modèles-là. Et ensuite, on peut étudier au cas par cas des modèles propriétaires ou des modèles régionaux. Ensuite, il y a la partie étiquette. Donc, il y a un enjeu très fort sur l'enlevabilité de ces étiquettes. Auparavant, les étiquettes s'enlevaient très bien puisque c'était du papier et de la colle. Aujourd'hui, on est passé surtout sur des adhésifs. Et donc, il y avait un enjeu de R&D très fort en 2016 quand on a lancé le projet. Aujourd'hui, on a toutes les solutions et on accompagne les producteurs pour adopter ces solutions et faire en sorte que toutes les étiquettes s'enlèvent au lavage. Donc, on a un taux de réemployabilité maximal. Ensuite, on a la partie pictogramme national, donc c'est identification du réemploi par les consommateurs. Donc, au-delà du parcours client, on a aussi un picto sur les étiquettes, qui est mis par les producteurs sur les étiquettes. Et ce picto, il est aussi national. On a réussi à faire un pictogramme partagé par tous les opérateurs de consigne, donc qui a été défini au niveau du réseau consigne. Et donc, c'est un repère unique pour le consommateur en France. Au niveau des producteurs, donc il y a un forfait d'onboarding, donc toute la partie accompagnement technique, communication, etc. Ensuite, à partir de l'année 2, il y a un abonnement, donc pour suivre tous les services autour de l'emploi. On pourra rentrer dans les détails dans les questions si vous voulez. Et ensuite, on a un contrat de rachat de bouteilles, donc c'est le rachat des bouteilles par le producteur, parce que nous, on gère toute la partie logistique et in fine, le producteur rachète des bouteilles lavées. Donc voilà, on a un contrat sur cette partie-là. Au niveau des coûts, pour vous donner une idée du modèle économique pour les producteurs, sur le vin par exemple, on a un petit surcoût pour la bouteille réemployable neuve, qui est un peu plus lourde que la bouteille qui est utilisée classiquement. En fait, bon, c'est quand même un standard, mais c'est un standard qui est moins utilisé. Donc, on a pris en compte ce surcoût et on a du coup la bouteille neuve non réemployable un peu moins chère, la bouteille neuve réemployable un tout petit peu plus chère et la bouteille lavée bien moins chère. Donc, au bout d'un certain nombre de réutilisations, le producteur s'y retrouve. On peut prendre un exemple, par exemple, sur 30% de taux de retour, on a encore un tout petit surcoût de 1%, mais qui est noyé dans le coût global de la bouteille. Donc, finalement, ça représente très, très peu. Donc, après 3 rotations seulement. Et sur un taux de retour de 90%, après 3 rotations, il y a vraiment un vrai gain pour le producteur. Donc, on a intérêt à jouer sur ces taux de retour et assez vite, le producteur s'y retrouve. Pour la bière, c'est un peu différent puisque la bouteille est déjà un standard qui est utilisé par la majorité des producteurs. Donc, on n'a pas de surcoût à l'achat de la bouteille réemployable. Donc là, dès la première utilisation, le producteur s'y retrouve, niveau coût. Donc, voilà, on a démarré par cette filière-là, par la filière de la bière. Et aujourd'hui, on est sur tous les produits liquides, donc bière, vin, soft, cidre, lait, voilà, soupe aussi. On a aujourd'hui 400 références qui sont disponibles en GMS. On en a plus sur l'ensemble des réseaux de collecte, mais aujourd'hui, dans notre catalogue GMS, on a 400 références, donc sur tous les gammes de produits que je viens d'indiquer. Au niveau de l'accompagnement des distributeurs, donc il y a ce catalogue de références qui est une des fortes valeurs ajoutées de bout à bout. Ensuite, il y a toute la partie parcours client, donc avec la PLV, l'affichage en rayon au niveau des produits et un dispositif de retour des bouteilles à l'entrée du magasin, qui est du coup via des automates de déconsignation pour la grande distribution et plutôt des meubles avec des casiers, donc des meubles en bois avec des casiers pour les épiceries. Et donc pour l'accompagnement des distributeurs, on a pareil un forfait de lancement pour la GMS, donc ça c'est plutôt lié à l'installation de la PLV et de l'automate. Ensuite, on a toute la partie abonnement pour les collectes et pour le suivi d'impact. Et en retour, on verse une gratification
de 2 centimes par bouteille rapportée au magasin. Donc ensuite, les magasins, la plupart du temps, reversent ces 2 centimes aux clients via les automates de déconsignation en bon d'achat. Donc c'est indirectement, ça revient au magasin puisque c'est un bon d'achat pour le magasin. Et ça permet de rétribuer le consommateur pour lui donner envie de rapporter son contenant, au-delà des motivations écologiques. Aujourd'hui, on a 200 points de collecte dans le réseau Bout à Bout. On a commencé, on va dire, la majorité de nos points de collecte aujourd'hui sont des épiceries, des cavistes, des GMS bio. Demain, notre réseau de collecte va être multicanaux, donc toujours avec les épiceries et la vente directe, mais aussi avec le CHR, la GMS, donc la grande distribution, et tout ce qui est drive et livraison à domicile, qui sont 3 grands segments qu'on adresse dans les mois à venir pour développer le réseau. Au niveau du développement du réseau, donc on adresse à la fois, on développe le réseau à la fois via l'élargissement du nombre de producteurs et de distributeurs. Donc tout ça, c'est vraiment croisé, c'est une démarche croisée. Quand on intègre un nouveau producteur, on contacte ses points de collecte et quand on adresse un nouveau point de collecte, on répertorie ses producteurs pour les cibler en priorité. Donc c'est vraiment un développement croisé. Et aujourd'hui, nos partenaires sont plutôt voilà, des producteurs, petits producteurs et moyens producteurs. On commence à aller vraiment vers des gros producteurs locaux. Et à l'avenir, là, on a commencé des discussions qui sont bien avancées avec des grandes maisons de vin et des gros producteurs qui sont développés, qui ont une zone de chalandise nationale. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir accroître nos volumes considérablement dans les années à venir. Donc, on passe, voilà, vous pouvez voir un petit peu les graphiques, mais on a une forte croissance là en termes de volume de bouteilles dans les années à venir. Alors, au niveau de la technique, ouais, je vais vous expliquer, je vais prendre le relais sur la partie. Donc, comme l'a expliqué Célie, une fois que le consommateur va rapporter ses bouteilles en magasin ou son point d'achat via différents systèmes, on rentre dans le sujet opérationnel de Bout à Bout, c'est-à-dire qu'on opère, nous, via des partenaires logisticiens, la collecte des contenants. On va les massifier dans un premier temps sur différents points où on centralise. Il y a la collecte de proximité, puis après on centralise. Et derrière, on va livrer sur un site où il y a le tri qui s'effectue par format. Et en fait, on sépare les bouteilles par format pour les laver sur des formats homogènes, comme l'a expliqué Célie, on les lave par lot de bouteilles standardisées de bière, de vin, de cidre, uniformisées. Et en parallèle, on étend aussi ces formats sur certains contenants propriétaires, de façon à pouvoir également adresser le réemploi sur certains formats et contenants propriétaires. Donc l'enjeu de la collecte et du tri est important, et c'est nous qui l'opérons. Et puis ensuite, on a un deuxième enjeu fort qui est sur la partie lavage. Donc, on a été accompagné par un bureau d'études sur le design d'un site de lavage adapté aux enjeux des standards qualité de l'industrie agroalimentaire. Et donc, on a une phase d'investissement qui va se faire en 2 temps. Un premier temps, là, sur cette fin d'année, pour un site opérationnel à mi de l'année prochaine, sur les machines clés que sont la laveuse de bouteilles, une machine d'insufflage, de séchage, en fait, en sortilage, et puis une inspectrice qui est une machine qui va contrôler avec des caméras haute définition chaque contenant qui vont sortir pour s'assurer qu'ils sont bien aptes à la réutilisation et qui respectent bien les standards qualité. Et puis il y a une deuxième phase d'investissement qui est prévue pour automatiser, rajouter de la capacité de production et puis être capable de monter sur des volumes plus forts. En fait, notre métier va être un métier de volume et donc de pouvoir à proposer une solution qui soit la plus compétitive possible. Ça passe par le fait de massifier, de densifier l'activité. Donc voilà, et donc le site est déjà trouvé, il est à Carquefou et il est actuellement en travaux et on va en prendre possession à partir de début de l'année prochaine. En parallèle, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que Bout à Bout, c'est un opérateur de filière de réemploi. Donc concrètement, nous, on intervient sur l'animation, le fait de pouvoir bien faire circuler les choses. C'est lié, on convertit, on emmène avec nous des producteurs
dans le dispositif, on accompagne un réseau de magasins, des distributeurs, et puis derrière, on opère la collecte, le tri, la revente. Tout ça, ça nécessite en fait de faire circuler l'information, de pouvoir avoir la bonne information au bon moment, d'avoir de la traçabilité, d'avoir aussi une capacité à donner accès au magasin, à c'est quoi les références qui sont disponibles, qui sont réutilisables. Les automates, on a besoin de piloter toutes les références, les gen codes pour pouvoir suivre en fait les retours et proposer aux consommateurs en fait quelque chose qui est toujours mis à jour et qui grandit de jour en jour. Donc voilà, et tout le suivi d'impact, absolument. Donc en fait, ça c'est un asset assez fort de bout à bout, de pouvoir accompagner en fait via un système d'information l'ensemble de l'écosystème et de pouvoir vraiment se positionner comme un animateur de filière. Donc ça, c'est un point fort. Ensuite, sur le modèle économique, en gros, nous avons deux sources de revenus. On a des revenus sur les ventes de services, l'animation de la filière et toute la partie accompagnement. Et puis, les principaux revenus que nous générons sont des revenus sur la revente des bouteilles, parce que c'est là que l'on génère le plus de chiffre d'affaires. Et donc, juste pour vous donner une indication sur appuyer le fait qu'on ait notre métier, c'est un métier de volume. En fait, plus on agrège des volumes, plus derrière, en fait, on écrase nos coûts fixes et en fait, on dégage une rentabilité. Donc, au démarrage, nos enjeux là, pour les années à venir, ils sont vraiment développer le réseau et de réhabituer les consommateurs pour pouvoir aller chercher des volumes importants. On a des canaux qui sont plus faciles à mobiliser. Le CHR, on en parlait, direct producteur, les producteurs de boissons vont eux-mêmes aussi souvent générer une partie des bouteilles à laver. Donc, on a ces enjeux-là là, sur le court terme et à moyen terme, tout le développement GMS, magasin est également. Qui démarre, Oui, on lance des GMS déjà en ce moment, mais c'est c'est nos volumes de demain. c'est ça. Ce sont- Quelques mots sur l'équipe. Donc, Célie s'est présentée, c'est Célie qui a créé le projet en 2016. 2016. Aujourd'hui, j'ai rejoint le projet moi, en janvier. Nicolas Aprini est également un des associés. Il a rejoint assez Il vite était là dès le départ. dès le départ. On a fait grandir l'équipe au fur et à mesure là, des mois qui arrivent parce qu'on adresse un sujet important. Globalement, une force de vente importante parce qu'il faut qu'on puisse convaincre, emmener des producteurs. Donc, on a accompagné, on a recruté des gens sur la partie commerciale, communication aussi. Vous devez nous voir de plus en plus présents sur les réseaux grâce à Charlotte. Et puis derrière, on s'est organisé en pôle d'activité avec des équipes locales qui pilotent l'activité. Donc Antoine et Camille sur les Pays de Loire, et puis Hugues et Benjamin sur l'activité Centre-Val de Loire. Voilà. En parallèle, on a aussi un comité stratégique d'experts qui nous accompagne sur un certain nombre de décisions. Jocelyn Giraudet, qui est directeur technique de la branche boisson du groupe Agrial, qui nous accompagne plutôt sur la partie technique, machine, installation, démarrage du projet. Pascal Decré, l'ancien directeur et président et directeur général de West Boisson, qui est également membre du comité stratégique. Et puis, Antoine Scholl, le cofondateur de Shop Pop, que vous connaissez peut-être, qui est le système de livraison collaborative, un peu le Blablacar des livraisons. Voilà. Peut-être quelques mots sur le paysage du réemploi en France. Le réemploi est en pleine accélération. Ça recouvre des réalités et des choses assez différentes. Il y a beaucoup d'actions et d'entreprises qui sont positionnées sur la partie bac, plat, boîte, tout, plus lié au modèle de la restauration ou de contenants qui sont captifs sur un restaurant et rapportés par les consommateurs ou sur un magasin et rapportés par les consommateurs. Nous, on est vraiment positionné sur la partie bouteilles et bocaux avec une approche qui est un peu différente, qui est plutôt de mutualiser des producteurs au travers de formats standardisés. Donc, il y a d'autres acteurs comme nous qui sont présents. Il y a un certain nombre de sociétés régionales. Célie en parlait, on les connaît bien, on travaille ensemble de façon à pouvoir apporter rapidement une solution pour les consommateurs à une échelle nationale. Puis, il y a différentes initiatives qui fait que le marché est tellement grand qu'il y a vraiment un enjeu à pouvoir être plusieurs à l'adresser. En termes de structuration juridique et financière, et j'en terminerai là,
on structure le projet à 2 niveaux. En fait, il y a une holding qui s'occupe de toute la partie commerciale, système d'information, animation de la filière, donc dans laquelle on est présent. Et puis derrière, en fait, c'est des sociétés d'exploitation régionale qui s'occupent de toute la partie logistique, tri et lavage. Et aujourd'hui, on a 2 sociétés d'exploitation régionale, une en Pays de la Loire et une en Centre-Val de Loire. La particularité et pourquoi cette organisation, ça nous permet aussi de faire rentrer au capital des sociétés locales les acteurs déjà en place sur les territoires. Donc, ça veut dire des négociants de bouteilles verts, un industriel verrier, un embouteilleur. Et en fait, ça nous permet de mobiliser autour de nous et d'aligner les intérêts des différentes parties prenantes déjà en place sur l'activité vente de bouteilles pour pouvoir quelque part faire du réemploi, ce qui fait l'ADN du projet, un projet collaboratif et qu'on construit ensemble. Et ma dernière slide, c'est sur la partie plan de financement. Donc, nous, on est ravis de pouvoir ouvrir le capital à des citoyens et à tout le monde parce que ça fait partie de l'ADN et de l'histoire de Bout à Bout. On veut garder ça. En parallèle, on structure un plan de financement assez important parce qu'il y a des investissements lourds. Donc, avec une ouverture de capital de près de 1,9 million. On a également un accompagnement de l'ADEME déjà obtenu, un financement bancaire en phase finale de discussion, et puis derrière, les industriels qui vont rentrer sur les différentes sociétés. Donc, au total, c'est un projet où on va mobiliser un peu plus de 6 millions d'euros sur les 2 années à venir. L'objectif, c'est clairement de se positionner comme un acteur fort du réemploi et de la filière de réutilisation des contenants, avec plusieurs sites et vraiment une capacité à accompagner le maximum de territoires sur ce dispositif. Voilà, j'en ai terminé. On a terminé. On sera ravis de pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Merci beaucoup Yann et Célie pour cette présentation très intéressante. Avant de passer à la partie questions, on a pas mal de questions qui sont arrivées. Je vais juste vous rappeler les raisons pour investir qui ont été identifiées par notre analyste financier qui a du coup effectué une analyse approfondie du projet et qui a défini les points clés et les points positifs de l'investissement. Du coup, pour les raisons pour investir, on a tout d'abord un potentiel de marché et d'impact significatif, avec un large gisement de bouteilles à réemployer et une demande croissante des producteurs pour le réemploi dans un contexte de tension accrue sur l'approvisionnement en verre neuf. On a également une expérience et une notoriété, parce que Bout à Bout structure sa filière depuis 6 ans en consigne en Pays de la Loire, et ce qui lui a permis de développer une vraie expertise des conditions techniques de la consigne et de permettre la coordination des différentes parties prenantes. On a également une équipe dirigeante expérimentée. L'équipe est expérimentée sur les aspects techniques et institutionnels de la consigne et a été renforcée récemment d'un directeur général, donc Yann qui est présent, qui est expert du coup de tous les aspects financiers et industriels, ainsi que d'un comité stratégique qui regroupe des professionnels du marché de la bouteille et de l'entrepreneuriat. Et enfin, on a un écosystème partenarial fort avec un des premiers réseaux français de producteurs et de points de collecte autour de la consigne, des partenaires industriels stratégiques sur le lavage notamment, mais aussi des institutionnels et des politiques, comme nous l'a dit Yann tout à l'heure, avec l'ADEME, Citeo et les collectivités publiques. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions. Hop, je vais enlever la présentation. Alors on ne vous voit pas Yann, donc je vais rester en gros. Ah, Ouais, mais je pense que c'est un problème de réseau, mais en tout cas on vous entend et c'est le principal. ok, parfait. Alors, on va prendre les questions dans l'ordre. La première question, c'est une question de Laurent. Un développement de votre activité est-il prévu sur la région Bretagne? Merci Laurent pour cette question. En fait, il y a déjà des projets sur la région Bretagne. On collabore avec eux et oui, l'enjeu demain, c'est de pouvoir apporter une solution harmonisée, unifiée partout. Donc on est en discussion avec un certain nombre d'acteurs de la boisson en région Bretagne, mais aussi avec des acteurs de la consigne et du réemploi qui se développent en région Bretagne. Absolument. Très bien. Merci. J'espère que ça a répondu à votre question, Laurent. Je vais essayer d'inviter Vincent à monter sur scène, puisque Vincent a plusieurs questions à vous poser.
Vincent a refusé. Je réessaie juste pour être sûre. C'est votre choix, Vincent. Pas de souci, on va poser les questions. Alors, les questions de Vincent. À ce jour, quel est le taux de perte de vos bouteilles consignées, taux de rotation, c'est-à-dire de non-retour au point de collecte par le consommateur et réinjection dans le circuit? Parfois, on garde ces consignes ou on les jette par erreur. C'est très variable en fait selon les types de magasins et selon ce qui est mis en place en termes de communication à la fois visuelle, donc en termes de PLV et communication orale. Donc nous, on a un kit PLV qu'on fournit à tous les magasins. Et après, la communication orale, on sensibilise les magasins à cet enjeu-là parce qu'il booste vraiment le taux de retour. Mais il y a certains magasins où c'est plus compliqué de le faire. Donc, dans ces points-là, je pense notamment à la GMS, là, l'idée, c'est de mettre en place des automates de déconsignation qui donnent des bons d'achat. Donc, ça va compenser un petit peu le manque de communication orale dans ce type de magasin. Et donc, selon les magasins, aujourd'hui, ce qu'on constate en termes de taux de retour, c'est entre 30%, pour le où vraiment il n'y a pas ni de gratification, ni de communication orale, etc., à 85%, voire plus dans des épiceries où là, la communication passe bien. Donc, il y a vraiment un enjeu à booster ces taux. Sur la gratification, là, ça se met en place. On a prévu 2 centimes, là, comme je vous disais tout à l'heure, pour chaque bouteille. On a déjà des retours d'expérience sur les bouteilles plastiques pour le recyclage, un consigne pour recyclage de bouteilles plastiques dans les magasins. On sait que ça fonctionne très, très bien. On attend de voir ce que ça va donner sur des bouteilles en verre, avec du coup un montant un peu plus important, donc 2 centimes ou 20 centimes. Et du coup, si ce n'est pas suffisant, on mettra en place des gratifications plus importantes. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, Célie. Vincent, n'hésitez pas à nous dire si tout est clair pour vous. On reste sur une autre question de Vincent. Extrait, les bouteilles peuvent être apportées dans tous les magasins indiqués sur la carte, mais si elles ont été achetées par ailleurs. Prévoyez-vous à terme de... Comment? Pardon. Non, je commençais à répondre, mais allez-y, la question est pas Ah finie. oui, pardon. Prévoyez-vous à terme d'autoriser un point de collecte hors point de vente, comme simple exemple le Mondaï Relais, qui faciliterait le retour usager? Oui, alors sur tous les magasins du réseau sont obligés d'accepter les bouteilles du réseau, toutes les bouteilles, pas uniquement celles qui ont été achetées dans le magasin, c'est un contrat de base avec les magasins. Parfois, on est obligé de le rappeler d'ailleurs, mais en tout cas, c'est le contrat et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, sur d'autres points de vente, points de collecte, pardon, oui, c'est très intéressant de penser d'autres points de collecte pour élargir le réseau, comme les Mondial Relais. On pensait aussi à des entreprises, par exemple, des grandes entreprises, on pourrait mettre des points de collecte. Il y a pas mal de choses à imaginer, en plus du coup des points de vente pour les points de collecte. Aussi des points gérés par des collectivités, nous aussi, on pensait à ça. Le plus simple, c'est les points de vente, mais on peut élargir tout à fait le réseau. Ok. Merci beaucoup. Vincent, n'hésitez pas à nous dire si tout est clair pour vous. Je vais essayer d'inviter Thibaut qui a 2 questions à vous poser. Donc Thibaut, je vous envoie une invitation. Il est en train de se préparer. Alors ça met toujours un petit peu de temps, c'est Pas de souci. la phase de préparation. Hop. Ça a l'air de fonctionner. Bonjour Thibaut, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, merci beaucoup à l'équipe de Boutabout. C'est vraiment sympa d'avoir ce temps d'échange. Moi, en fait, j'avais 2 questions très, très différentes l'une de l'autre. Si je commence par la première, en fait, vous avez répondu déjà un petit peu sur qui sont vos... Bon, je ne savais pas s'il fallait dire concurrents ou confrères, parce que vous êtes tous un peu dans la même... dans le même objectif, mais ce qui serait intéressant de savoir peut-être pour nous, c'est quel est le niveau de développement des autres acteurs qui sont vraiment comparables à ce que vous faites, notamment dans la perspective de votre développement sur tout le territoire français. Très clair. Effectivement, la filière de réemploi, elle est en train de se restructurer. Elle est aujourd'hui, les volumes sont faibles et Boutabout était clairement un des pionniers. Célie a commencé en 2016, elle était toute seule. Non, pas tout à fait, on était 3. Ouais, mais je veux dire, voilà, donc pas tout à fait, ils étaient 3. Et donc, clairement, on a Célie et l'équipe Boutabout ont structuré un dispositif, un réseau et un tissu qui fait aujourd'hui référence. Et il y a d'autres projets ailleurs sur des territoires. Il y a des projets
également qui vise à avoir des ambitions nationales d'entrée de jeu et avec des approches plus fortes. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que la vraie force du projet de bout à bout, c'est d'être ancré avec des producteurs régionaux et de proposer une filière qui se tienne de bout en bout. Et en fait, le fait d'avoir cette approche-là, ça nous permet d'avoir quelque chose de très cohérent, d'avoir une promesse consommateur qui est tenue et d'avoir en fait aussi, c'est l'exemple que je donne souvent, le Nutella en pot réutilisable, c'est intéressant, c'est bien, mais le consommateur qui achète du Nutella, est-ce que c'est vraiment le fait que le pot soit réutilisable qui est son principal driver? Alors que quand on vend une bière ou un vin local d'un producteur local, ça fait directement sens. Et en fait, donc voilà, donc, il y a d'autres dispositifs. C'est notre base, les producteurs locaux, mais qu'on élargit aussi en adressant des metteurs en marché nationaux. Absolument. Mais c'est vrai que ce qui intéresse nos premiers consommateurs historiques, en tout cas, ce sont des produits plutôt des produits locaux. Complètement. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc, il y a d'autres dispositifs ailleurs en France. Et en fait, on travaille aussi à essayer de fédérer, coordonner. Et demain, en fait, ce qu'on développe d'assez unique, c'est le système d'information, c'est un certain nombre l'infrastructure qu'on va mettre aussi en place avec des niveaux de qualité, de contrôle qualité, va générer aussi une certaine avance. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir amener avec nous, en fait, un certain nombre de projets pour couvrir rapidement tout le territoire français. L'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum d'impact. Ce qui nous motive au quotidien, c'est d'avoir un projet de filière qui se tienne, qui soit économiquement viable, rentable, profitable, mais avec un gros impact rapide. Il y a un maillage de points de collecte présent sur tout le territoire pour le consommateur. Voilà Thibaut. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci beaucoup. Non, c'est très clair, merci. Je ne sais pas si je passe direct à ma deuxième question. Oui, Thibaut, profitez-en. Alors, elle a strictement rien à voir, celle-ci, pour le coup. C'est plus par curiosité, mais dans le slide que vous avez montré un petit peu sur la capitalisation de la holding et des SER, je crois apercevoir en fait que la holding est extrêmement assez minoritaire dans les SER. Du coup, ma question, c'est de savoir comment vous gérez justement, vous pensez gérer aussi dans le scale-up un peu la gouvernance entre la holding et les SER. Merci Thibaut pour cette question. Effectivement, c'est un des points qu'on a beaucoup travaillé sur notre modèle. L'idée, c'est vraiment que ces sociétés d'exploitation régionale elles aient une attitude et un ancrage territorial. Dans les premières et dans ce qu'on développe, la holding aujourd'hui est majoritaire parce qu'en fait, c'est nous qui structurons le financement, le taux de financement et un certain nombre de choses. Donc, par exemple, pour les Pays de la Loire, on sera aux alentours de 70% de l'actionnariat de la société en Pays de la Loire. C'est un peu les mêmes ordres d'idées sur la région centre. Donc, et après, comment on pilote? En fait, moi, j'ai travaillé chez Suez, vous l'avez peut-être vu, et on développait des réseaux de méthaniseurs. Et en fait, on s'est beaucoup inspiré de ça. C'est-à-dire, un méthaniseur, c'est une société de projet spécifique dans lequel on va avoir des agriculteurs qui sont actionnaires parce qu'ils ont un intérêt particulier. Il y a des industriels agroalimentaires, il y a pourquoi pas des énergéticiens et des sociétés de développement de projets de méta, et ensemble, en fait, alignent leurs intérêts dans un projet commun. L'idée, c'est de faire la même chose. Et après, en fait, en termes de gouvernance, il existe des systèmes de management fees, de dividendes qui sont reversés, etc. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on est accompagné. Et d'ailleurs, je suis en train, pour breaking news, je suis en train de finaliser une recherche d'annonce d'un directeur administratif ou d'une directrice administrative et financière qui pourra nous accompagner aussi sur cette structuration qui est très intéressante d'un point de vue maillage territorial et rapidité de mise en œuvre, mais qui nécessite effectivement un pilotage fin et rigoureux. Merci beaucoup. Merci. Merci Thibaut. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou est-ce que tout est bon pour vous? Non, je ne vais pas occuper tout. Merci d'être monté sur scène. Je vous laisse la quitter. Je ne sais pas en descendre. Alors, je vais essayer oui, je pense que c'est ça. Mais parfait. Merci beaucoup Thibaut. On va reprendre les questions. On avait une question de Cathy. La valorisation de l'entreprise n'est pour l'instant pas diffusée sur l'ITAP. Pouvez-vous nous en dire davantage et comment a-t-elle été calculée? Tu peux prendre la main, Marine, là-dessus, ou c'est moi qui prends la main?
Je te laisse, en tout cas vis-à-vis de la valorisation et après, dans tous les cas, ce sera disponible, dans le dossier qui est en cours, mais peut-être nous en dire un peu plus sur, vous, la valo, comment elle a été calculée, heu, globalement, comment elle a été structurée? Ouais, en fait, donc tout ça sera dans le dossier de financement. Je pense que c'est en fait, on est parti du chiffre d'affaires, prévisionnel, de l'activité, de l'ambition, du projet, mais aussi du fait que en fait, c'est un projet qui va se structurer avec plusieurs, phases de grossissement et une certaine maturité en même temps actuellement. Donc on a une valorisation qui est extrêmement raisonnable, et qui permet en même temps de laisser la possibilité de refaire des tours de financement dès lors qu'on aura besoin de s'étendre, sur notre activité. Donc, je ne sais pas si je la dis comme ça. Je pense qu'elle sera présente dans le dossier dans le dossier financier. Et c'est pas une valorisation qu'on a nous tout seuls décidé. Ça a été dans une discussion avec les analystes de l'ITA et d'autres fonds d'investissement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, il y a un compromis et un point d'équilibre qui a été trouvé, en tout cas défendu par les équipes de l'ITA et de Boutabout. On est complètement alignés nous, sur ces choses-là. OK. Écoutez, oui, pour peut-être compléter, le dossier d'investissement est en cours de finalisation. Il sera du coup indiqué la valorisation, les conditions du pacte d'actionnaires. Du coup, c'est un document qui sera disponible, au moment du passage en collecte ou avant, et vous aurez tous les éléments sur ce sujet. Et qui du coup, comme tu le disais Yann, est, vraiment, quelque chose qui a été aligné avec les autres co-investisseurs qui vont rentrer autour de table. C'est ça. Alors Cathy, elle posait une autre question qui a peut-être déjà un peu répondu. Vous avez déjà un peu répondu. Quelle est votre stratégie de développement au-delà de la région? Ça peut peut-être permettre Ouais, je pense que d'étendre un peu dans le un premier sujet. temps, on veut être assez clair. Dans un premier temps, notre objectif, c'est clairement de faire de démontrer une filière qui fonctionne très bien à une échelle régionale, enfin multirégionale. Et donc là, on a vraiment un enjeu de densifier, de massifier et de démontrer quelque chose qui fonctionne bien. Et puis après, effectivement, les outils qu'on construit, le système global que l'on propose, on a vocation effectivement à l'utiliser ou à pouvoir en faire bénéficier euh, plus largement la France. Et donc, effectivement, on discute avec d'autres projets, pour être très, très transparent, on discute avec d'autres projets pour pouvoir construire une solution nationale. Très bien, merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à votre question, Cathy. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On a une autre question de Vincent. Comment assurez-vous le fait qu'un producteur ait à l'instant T à sa disposition assez de bouteilles consignées, neuves ou lavées, pour sa production? Ne serait-ce pas ici un nœud fort de blocage production ou bien, du coup, ils vont privilégier du neuf souvent? Vas-y. Du coup, sur le quota auquel a droit chaque producteur, donc ça dépend de ce qui a été collecté pour ces producteurs dans le réseau de collecte. Donc à la fois sur le site de production s'il y a de la vente directe et dans les magasins. Donc là, c'est bien un lecteur de code barre qu'on va pouvoir détecter le nombre de bouteilles qui sont collectées pour chaque producteur réseau et qui ouvre des droits de rachat. Donc ça, c'est le minimum que chaque producteur peut racheter. Ensuite, on a aussi un stock mixte qui nous vient de toutes les bouteilles qui ont été commercialisées qui ont été, on va dire, produites dans d'autres régions et commercialisées sur notre territoire et qui correspond à la gamme standardisée. Donc, c'est tout l'intérêt d'une gamme nationale standard, ce qui fait que chaque région a un stock surplus de bouteilles standards à revendre à des producteurs en local. Donc ça, c'est négocié avec les producteurs en fonction des volumes mis sur le marché et du nombre de points de collecte associés. Donc voilà, il y a ce minimum-là. Et ensuite, pour la partie bouteille neuve, on travaille vraiment avec vraiment main dans la main avec les verriers pour que les standards nationaux soient disponibles. On sait qu'il y a un contexte de rupture en ce moment qui est compliqué. On a choisi des standards qui étaient disponibles chez un maximum de verriers justement pour ça, ce qui nous a permis de s'en sortir plutôt bien dans cette période de pénurie. Et là, on essaie de travailler justement avec le maximum de verriers pour développer de nouveaux modèles
présent du coup chez par exemple Verallia, Hawaii, Vidrala, Vigand, etc. sur les nouveaux modèles. Ce qui est pas forcément simple dans ce contexte actuel de rationalisation des verriers, des productions verrières. Donc du coup, voilà, le minimum par producteur, c'est son quota collecté dans le réseau, plus les droits de rachat du stock mixte, et on essaye de travailler à l'approvisionnement, à garantir l'approvisionnement en bouteilles neuves de la gamme nationale standard. Ça répond à la question? Je laisse Vincent nous le dire dans le chat. Je pense que oui. On va continuer dans tous les cas. On a à la suite, tac, 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 une question de Yann. Avec la hausse du prix de l'énergie, je suppose que le recyclage du verre est directement touché et profite à la consigne. Est-ce le cas? Est-ce malgré tout impacté par la hausse du prix de l'énergie et est-ce que cela pourrait freiner votre activité? Alors, absolument, l'énergie rentre massivement dans le modèle économique, dans le prix de production des bouteilles. On peut trouver l'information comme quoi il faut entre 1 et 2 mégawattheures, je ne sais pas si vous êtes énergéticien, mais pour produire une tonne de verre à partir de calcin ou de sable. Et donc, quand le mégawattheure vaut 25 € ou quand il en vaut 300, très vite, en fait, le prix de production d'une bouteille, même en verre recyclé, est fortement impacté. Notre modèle économique, nous, également dépend de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a des camions qui vont collecter. Alors bien souvent, c'est de la reverse logistique, c'est-à-dire que c'est des camions qui se déplacent exprès pour ça, on fait des boucles en retour, mais néanmoins, il y a quand même du transport. Et puis, quand on lave les bouteilles, on chauffe l'eau à 80 degrés, 85, 90 degrés, et donc il y a également un système de chauffage. On a choisi d'être plutôt en production d'eau chaude par électricité, donc décarbonée, mais oui, on est quand même dépendant d'un certain nombre de coûts d'inflation, mais dans notre modèle économique, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que sur une production verrière. Donc en fait, oui, ça a un impact et on a une légère inflation de nos prix et de nos prix de vente des bouteilles, mais en fait qui est sans commune mesure des inflations qu'il peut y avoir en ce moment sur les bouteilles en verre qui ont lieu cette année et qui sont encore attendues dans les années à venir. En termes d'énergie, juste pour comparer avec le recyclage, on compare avec les productions de bouteilles à partir de matières vierges, mais à partir du recyclage, on est sur 80% d'énergie en moins dans notre dispositif par rapport au recyclage. Voilà, ça donne une idée. On est beaucoup moins dépendant de ces fluctuations de l'énergie. En effet, c'est un chiffre qui est assez significatif. Ouais. Et en termes d'eau, parce qu'on n'en a pas parlé dans la présentation, on a 50% d'eau en moins dans le processus de réemploi des bouteilles par rapport au recyclage. Donc ça vient d'une étude de l'ADEME qui est récente, qui date d'il y a 2 ans, qui est disponible sur Internet librement. On pourra vous transmettre le lien si vous voulez. Ok, bah avec plaisir, on pourra le partager, comme ça peut toujours être intéressant pour les investisseurs. On a une question de Vincent, un autre Vincent. Avez-vous une collaboration avec des structures comme Citeo, Eco Emballage? Oui, alors on discute avec Citeo depuis longtemps. Et ils ont notamment financé une expérimentation qu'on a faite sur l'enlevabilité des adhésifs hydrosolubles, donc étudier tous les paramètres isolés ou combinés qui influencent l'enlevabilité des adhésifs. C'était très important parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un frein au lancement de la filière. En Allemagne, en Belgique, la plupart des producteurs qui font la consigne sont restés aux étiquettes sèches donc à colle. On est vraiment sur cette partie adhésive. Donc, Citeo nous a financé pour ça et aussi pour la mise en place du changement d'échelle, notamment en grande distribution. Donc, on a un financement de Citeo, on discute avec Citeo sur des sujets techniques et voilà, il y a aussi des ateliers auxquels on participe indirectement via le réseau consigne. Donc, on est représenté, on est membre du réseau consigne et c'est la coordinatrice du réseau qui nous transmet les infos aussi. Donc, on est bien en lien avec Citeo.
Merci beaucoup Célie. Vincent, n'hésitez pas à nous dire si tout est clair. On continue avec une autre question de l'autre Vincent. Je suis désolée, il y a beaucoup de Vincent aujourd'hui. Si le site de lavage est seulement sur Nantes, capacité 15 millions, le coût unitaire de bouteilles lavées plus empreinte carbone ne va-t-il pas grossir quand la région d'implantation usage sera loin? Beaucoup de transports aller-retour. Quel horizon pour un second site implanté ailleurs? Merci pour cette question, Vincent. L'enjeu du transport, effectivement, est un enjeu important et donc et on a bien prévu d'avoir un réseau et un maillage, sachant qu'on a quand même, en mutualisant les collectes, en massifiant et en densifiant les transports, on a quand même une réduction assez importante du poids et de l'impact transport. On travaille ce sujet du transport avec une vision assez forte, assez claire pour pouvoir être le plus sobre possible. C'est clairement un enjeu fort pour nous. Et par ailleurs, il y a un chiffre qui est souvent partagé, qui est de se dire dans un rayon de 200-300 km, ouais, c'est ça, c'est l'ADEME qui propose ça. Ça fait sens en fait d'avoir un maillage du territoire. Et donc aujourd'hui, on a ces hypothèses qui sont posées sur le maillage du territoire, sachant que dans un premier temps, on a besoin comment dirais-je, de générer les économies d'échelle nécessaires et suffisantes. Et donc du coup, dans un premier temps, on va quand même massifier les volumes sur le premier site. Mais l'objectif, c'est bien d'ouvrir plusieurs sites. On est bien d'accord. Et peut-être pour donner aussi, mettre en perspective avec l'achat de bouteilles neuves, on a aujourd'hui énormément de producteurs qui achètent les bouteilles en Allemagne, en Italie, en Espagne, et même jusqu'à il n'y a pas très longtemps en Russie. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup plus vertueux en achetant des bouteilles même à 200 km de son lieu de production. Même si, voilà, qu'on soit le plus vertueux possible. Donc l'idée, c'est d'ouvrir d'autres centres de lavage dans des rayons d'exploitation intéressants. On a Antoine qui dit qu'il a quelques milliers de mètres carrés disponibles dans sa diagonale du vide. Pour multiplier votre présence, faites vite. Voilà. Petit message. Alors, Boutabout et Berny, Consigne Inox, sont tous les deux implantés à Nantes Métropole. Pourquoi ne pas multiplier vos efforts transport et collecte? Oui, c'est prévu. On les connaît bien puisqu'on était à un moment donné pendant 6 mois dans le même incubateur. Du coup, on échange, pas assez, mais on échange avec eux. Et une des pistes, en effet, de mutualisation entre nous, c'est le transport, évidemment. Oui. Et puis le déploiement en GMS. Donc, ça va se mettre en place. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Vincent, un autre Vincent, la présentation parle beaucoup du futur, mais quelle est la situation actuelle? Nombre de bouteilles lavées, nombre de commerçants partenaires? On en a parlé, je pense, dans la présentation. Oui. On a évoqué notre réseau. Aujourd'hui, dans les Pays de la Loire, c'est 1,5 million de bouteilles là, qu'on va faire à la fin de l'année, à la fois sur le réseau Boutabout et via notre partenaire de lavage. Donc, on est clairement sur des volumes qui sont importants. Et en fait, si on parle beaucoup du futur, c'est parce que tout notre effort en ce moment, il est très projeté sur l'ouverture des magasins, les nouveaux producteurs, Du etc. site de lavage. Et aussi dépendant du nouveau site de lavage, parce que les nouveaux industriels avec qui nous discutons, les nouveaux embouteilleurs, viennent enfin, ça dépend en fait du démarrage du nouveau site. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup des volumes à venir, parce que voilà, c'est comme ça que ça s'est structuré. Et au niveau du nombre de commerçants partenaires, il y avait une slide qui l'indiquait, on est aujourd'hui à 200 et d'ici la fin de l'année, on devrait être à 240. C'est nos objectifs pour la fin de l'année. Très bien, bah, merci pour je pense que là, on a des chiffres très concrets. Je vais essayer d'inviter Salomé à monter sur scène. Elle se prépare, elle a 2 questions à vous poser.
La voilà, normalement. Bonjour Salomé, bienvenue. Est-ce que Je vous vous laisse. m'entendez? On vous entend. Vous pouvez Ok. poser vos questions. Bon, vous me voyez pas parce que j'ai les trucs qui cachent la caméra là, Ah oui. collègue de la pâte à fixe, donc ça s'enlève pas. Du coup, merci. Alors en fait, j'ai travaillé chez Loop, enfin chez TerraCycle, la maison mère de Loop, pendant quelques années. Du coup, c'est très tentant de vous poser toutes les questions que l'on se posait à l'époque, mais je vais pas faire ça. J'avais une question justement sur le déploiement dans d'autres régions par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, mais vous avez déjà grosso modo répondu à ça. Sinon, ce que je voulais savoir, comme là, il y a beaucoup d'informations, bien sûr, on pourra revenir sur les documents, mais vous nous avez présenté beaucoup de choses et j'aimerais bien que vous nous résumiez vraiment vos pistes, enfin les priorités par rapport à tout ce que vous avez évoqué, le lavage, enfin la capacité de lavage, le maillage territorial, les partenariats avec d'autres, travailler avec des producteurs non locaux. Parmi tout ça, c'est quoi vraiment les trucs qui vous paraissent prioritaires pour les 2 années qui viennent? On va, il y a des enjeux aussi un peu stratégiques et en fait, autour de la visio, il y a peut-être aussi des gens qui sont des confrères ou des concurrents. Mais pour vous répondre, Salomé, et merci pour votre transparence, nos enjeux stratégiques à très court terme, c'est continuer à s'appuyer sur des producteurs locaux, emmener des nouveaux producteurs plutôt en GMS parce qu'on a des enjeux forts sur la GMS. Nos volumes à très court terme, c'est beaucoup le CHR. En fait, sur les produits locaux CHR, ça nous permet d'aller mobiliser assez plus vite, assez facilement. On a aussi un partenariat fort avec Le Fourgon. Vous avez peut-être entendu parler de cette entreprise qui fait de la livraison, en fait, un service de livraison de boissons en casier et sous la consigne. En fait, nous, on a aussi des volumes importants qui grossissent grâce à ça. Et puis, notre développement de ça peut paraître beaucoup de sujets travaillés en parallèle, mais dans les faits, en fait, l'équipe commerciale, on a fait grossir et on continue de faire grossir l'équipe. Et en fait, on adresse chaque segment de marché avec une force de frappe spécifique. Et en parallèle, on signe aussi des accords avec des acteurs qui, eux aussi, vont mettre à disposition leurs équipes commerciales pour convertir en relais, enfin, déployer le système de consigne. Donc, voilà, Salomé, pour vous répondre. Au-delà du développement du réseau, là, c'est vraiment le commerce, la priorité sur les segments, on l'a dit tout à l'heure, CHR, GMS. En parallèle, l'intégration des nouveaux producteurs locaux, mais plutôt d'envergure voilà, nationale ou multirégionale. Il y a la partie industrielle, évidemment, c'est le déploiement du site de lavage. C'est la deuxième grosse priorité sur les 2 ans. Ok, ça marche, merci. Et je précise bien que je travaillais à TerraCycle. Je ne travaille plus à TerraCycle, donc je ne viens pas à la pêche aux infos par rapport à ça. Et j'étais en train d'écrire une autre question au moment où vous m'avez invitée, donc je veux bien la poser rapidement. Oui, allez-y, Salomé. Je voulais savoir si sur le moyen long terme, par rapport au volume que vous avez, au poids, à la répartition des points de collecte et tout, vous envisagez de faire de la collecte en vélo porteur plutôt qu'en camion? On a testé des... Enfin, on a un partenariat avec les... Ouais, les communautés. On a testé en centre-ville. C'est vraiment des solutions qui pourront être déployées ponctuellement en fonction des opportunités de partenariat. C'est vraiment intéressant dans les centres-villes. Donc, c'est vrai qu'on l'a testé. On ne l'a pas déployé à plus grande échelle pour l'instant, mais c'est une vraie piste pour l'avenir. Ok. Au même titre que d'autres pistes pour réduire l'impact transport. Ok, merci beaucoup. Merci, Salomé. Merci beaucoup, Salomé, pour avoir posé vos questions en direct. Je vous laisse quitter la scène. On a une autre question de Adrien au niveau de la gratification du consommateur. Pensez-vous l'augmenter dans le futur? Comment vous la calculez? Bonjour Adrien, merci pour cette question. La gratification, aujourd'hui, en fait, la très forte inflation du prix des bouteilles nous a permis de se dire soit on augmente notre marge, soit en fait on utilise la forte inflation pour reverser une partie de l'argent supplémentaire aux consommateurs pour activer le geste de retour. Donc ça, c'est comme ça qu'on a calculé les choses. Et puis, est-ce qu'on prévoit de l'étendre? Oui, dans la mesure où les distributeurs
peuvent massifier au maximum. En fait, nous, quelque part, l'enjeu demain, c'est de pouvoir en fait avoir une massification. Et en fait, plus on arrive à aller collecter beaucoup de contenants avec un faible, dans les meilleures conditions économiques, plus derrière on va être en capacité de reverser, de rétribuer le geste retour des consommateurs. Donc effectivement, c'est un sujet de travail. Dans le démarrage, Céline l'expliquait tout à l'heure, en fait, ce qu'on voit, nous, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que déjà le fait de mettre quelques centimes, ça fait un déclic et ça permet de dire ok, j'ai une gratification quand je ramène mon produit. Et puis effectivement, c'est un sujet qui pourra s'étendre à terme. Et on a aussi des leviers, par exemple, on a des producteurs qui vont abonder, par exemple, de 2 centimes ou de plus pendant 1 mois ou 2 semaines pour des opérations promotionnelles, en fait. Donc, avec des bons d'achat qui pourront être ciblés sur leurs produits. Donc, il y a des mécanismes aussi qu'on peut utiliser pour augmenter cette gratification. Et on va aussi tester des choses. L'idée, c'est de déjà tester ces 2 centimes, ce que ça donne en termes de taux de retour. On peut tester dans certains magasins un peu plus. Et puis, en fait, on ajustera en fonction des retours d'expérience, l'idée étant de maximiser les taux de retour. Mais peut-être pour préciser pourquoi c'est une gratification et pas une consigne. Aujourd'hui, dans le contexte on va dire, d'inflation et de crispation autour du pouvoir d'achat, c'était compliqué pour la GMS de lancer ce type de projet avec une consigne, c'est-à-dire un prix supplémentaire pour le consommateur. Même si cette somme lui est rétribuée au moment du retour du contenant, il y a quand même cette barrière psychologique qui peut jouer. Et donc, voilà, on a eu le bouclier là, de la GMS là-dessus, sur la consigne à proprement parler, d'où cette solution de gratification qui nous permet de lancer, de tester et de voir si par la suite il faut réajuster, augmenter cette gratification. Il y a aussi des discussions nationales sur la consigne monétarisée, mais qui vont plutôt qui pourraient arriver par la législation en fait. Donc, le plus simple, en fait, ce serait que ça passe par là et pour que ce soit directement harmonisé sur l'ensemble des dispositifs de consigne en France. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. J'espère qu'Adrien, vous avez toutes vos informations. Il nous reste quelques questions, mais on n'a plus que 2 minutes. Alors, est-ce qu'on peut en répondre à une rapidement? Peut-être de Cyril, quels sont les fournisseurs de bouteilles neuves ou produisent-ils? De même pour les automates. Les producteurs de bouteilles neuves, il n'y a pas 10 000 verriers, hein, c'est assez monopolistique. Oligopolitique. Les plus gros, on peut les citer, c'est Veralia, OI, Vigand, Vidrala, Saverglass. Voilà, il n'y en a pas 10 000. Et du coup, ils sont basés, alors, ils ont des usines en France, en Italie, en Allemagne, dans les pays de l'Est, beaucoup dans les pays de l'Est, dans le sud de l'Europe. Voilà, les gros verriers ont racheté beaucoup les petites verreries aussi. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué de savoir quand on achète une bouteille d'où elle vient précisément. Parce qu'il y a des sites français. Il y a une production française assez forte. Assez forte, mais la production étrangère est aussi assez forte. Donc, il y a une production en France, il y a plusieurs sites de OI et de Verrières, par exemple. Mais si on achète des bouteilles chez Vigand, c'est sûr que ça vient d'Allemagne. Si on achète chez Vidrala, c'est au plus proche en Espagne. Donc c'est assez varié. Et au niveau des automates de déconsignation, nous, on travaille avec Tomra, du coup, qui est le leader du marché et qui est à la base allemand. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de... si, on pourrait avoir des développements d'automates de déconsignation sur le marché français. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'acteurs et globalement, ils sont soit dans les pays nordiques, en Allemagne, et on a quand même un acteur en France qui se lance aussi. Très bien. Alors, il est l'heure, il nous reste 2 questions. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre rapidement ou si on se dit qu'on répondra à Antoine et Cyril par mail. Ok. Le kit de... Ouais, sur le kit de com. Ouais, aborde l'onglet. Ouais. Alors, kit de com, je peux y aller. On a un parcours client avec
des stop rayons, des stop prix, des kakémonos de rayons, des frontons, de linéaires, des affiches, des flyers, voilà, tout ce dont le magasin peut avoir besoin. Il y a l'automate de déconsignation aussi en sortie, enfin à l'entrée du magasin pour le coup. Donc, à propos des bocaux, de manière... Oui, alors on a un kit pour bocaux bouteilles et un kit spécifique pour les bocaux aussi, dans le cadre d'une expérimentation qu'on avait menée. Et combien de cycles? En Allemagne, une bouteille, c'est 50 cycles. Nous, dans le dispositif, aujourd'hui, à peu près, en fait, ça va dépendre des circuits, comme vous l'avez compris, et des taux de retour qu'on peut avoir. Donc, mais ça peut aller jusqu'à 7, 8, 10 rotations. Aujourd'hui, dans les faits, le dispositif et le nombre de taux de retour va grandir avec le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chiffres dont on parlait, de moins 80% d'énergie ou moins 50% d'eau, c'est dès la première réutilisation. Donc en fait, notre vrai challenge, c'est d'aller rapporter, de faire revenir le maximum de bouteilles. Et après, le taux de cycle et le taux de rotation, c'est quelque chose qu'on travaille sur les années à venir. Et en Allemagne, les bouteilles vont jusqu'à 50 tours, et en moyenne, c'est une vingtaine. Ça a été calculé parce qu'ils mesurent le degré de scuffing, d'usure sur certaines parties de la bouteille. Très bien, bah écoutez, j'espère que Cyril, ça répond à votre question. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup Yann et Célie pour avoir répondu à toutes les questions. Peut-être rappeler en 1 minute l'offre sur l'ITA en cours. Donc on est sur une levée de fonds en action. Aujourd'hui, on est en phase de pré-collecte, donc il n'est pas encore possible d'investir, mais vous pouvez déposer une intention d'investissement qui est non engageante et modifiable. Aujourd'hui, on a déjà 416 000 € d'intention d'investissement reçus pour un objectif de 400 000. Donc, on est déjà en sursouscription en pré-collecte. Donc, on imagine un passage en collecte très rapide avec voilà, une levée de fonds assez éclair. Donc, n'hésitez pas à déposer une intention si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse réserver votre place. La levée de fonds devrait passer en collecte d'ici quelques semaines. On s'est donné pour objectif autour du 20 octobre. Après, ça va dépendre des éléments juridiques, des derniers éléments de rédaction aussi. Mais voilà, c'est prévu en tout cas dans les semaines à venir. Vous pourrez télécharger dans l'onglet Opérations les différents documents, notamment le dossier d'investissement qui reprendra voilà, beaucoup d'informations sur Boutabout, aussi bien sur le côté impact que sur le côté modèle économique. Et vous aurez également les documents réglementaires et un certain nombre de documents. Voilà, en tout cas, merci à tous pour avoir suivi ce live meeting. J'espère que vous avez passé un très bon moment, qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Merci Célie et Yann pour... voilà, pour votre présentation et pour toutes ces réponses. Et du coup, je vous propose qu'on se dise à très vite pour l'ouverture des souscriptions très bientôt. Merci. À bientôt. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à et merci tous. pour les petits messages qu'on va Merci pour passer. les messages. Ouais, ça fait plaisir. Merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.